Bonjour, dans cet exercice, on va s'intéresser à un montage d'amplificateur opérationnel, ou ALI si on préfère. Et donc on a deux ALI qu'on va supposer idéaux et on va supposer, vu qu'il y a une rétroaction sur le moins, on va faire l'hypothèse d'un fonctionnement linéaire. Euh, voilà, et donc on va essayer de trouver la relation. Donc en fait on a deux tensions d'entrée, donc on commande deux tensions d'entrée qui peuvent être des tensions créées par un GBF ou une tension continue qui sont V1 et V2 et on cherche à trouver la tension de sortie VS. Donc la méthode générale est à peu près toujours la même. C'est ce que j'ai réécrit ici. Et la méthode générale, finalement, ben, on va appliquer, alors en termes de potentiel, la loi des nœuds, là où vous avez un nœud. La seule chose à éviter, même si ce n'est pas faux théoriquement, on peut bien sûr le faire, mais il faut éviter de le faire au point C qui est ici. Parce qu'au point C, vous avez le courant IS, qui est le courant de sortie de l'ALI, qui n'est pas nul a priori. Et donc, vu qu'il est inconnu, vous pouvez bien écrire une loi des nœuds ici, mais il ne faudrait pas dire que I2 égale I3. Il faudrait dire que I2 plus IS égale I3. Et vu que IS est inconnu, ben, vous avez une nouvelle équation avec une nouvelle inconnue, donc ça ne vous rajoutera rien d'intéressant. Donc, à part si on cherche IS, sinon il n'y a pas de raison d'appliquer la loi des nœuds en sortie. Donc, l'intérêt, hein, le montage peut paraître un peu compliqué ainsi, mais n'oubliez jamais qu'avec les courants qui sont nuls en entrée de la LI, bien en fait, le système est en fait assez simple à traiter. Et donc, on va appliquer la loi des nœuds au point A et puis au point B. Et rapidement, on va passer en termes de potentiel. Donc, on peut commencer par exemple par le point A. Au niveau du point A, on voit clairement qu'on a. Alors, bien sûr, il faut flécher tout ça. Et on a que I1, c'est I2 plus I-, mais vu que I- V0, on a directement que donc, I1 égale I2 au point A. Ensuite, simplement, on passe directement en termes de potentiel. Alors, si vraiment on veut pour l'instant aller assez tranquillement, on peut aller un peu plus vite lorsqu'on a plus l'habitude. Eh bien, I1, je vois que je suis en convention récepteur avec les conventions que j'ai prises. Et je vois que I1, c'est U1 sur R2 et que I2, c'est U2 sur R1. Donc, I1, U1 sur R2. Donc, ça sera équivalent grâce aux caractéristiques. Donc, je ne sais même plus ce que j'ai dit, mais c'est U1 sur R2. Donc, I1, c'est U1 sur R2. Et le second doit être U2 sur R1. Donc voilà pour l'instant. Donc là, c'est bien les tensions. Et voilà. Et donc ensuite, eh bien, on remplace les tensions par les différences de potentiel. Donc le potentiel ici est nul vu qu'on est à la masse. Donc U1, c'est le potentiel ici 0 moins le potentiel VA. Et de l'autre côté, c'est VA moins VC qui vaut U ici. Donc je peux déjà à nouveau remplacer en disant que ça fait 0 moins VA donc sur R2 et qui sera égal à donc VA moins U sur R1. Donc on peut réécrire ça encore un petit peu. On va faire passer VA sur R de l'autre côté et donc ça fait U sur R1 en faisant passer ça de l'autre côté qui fait VA facteur de 1 plus R1 plus 1 sur R2. Ensuite en remontant R1 de l'autre côté, ça fait U égale VA facteur de 1 plus R1 sur R2. Donc ça c'est un premier résultat. Alors simplement VA n'est pas directement une donnée, donc qu'est-ce qu'il reste à dire? Il reste à dire que VA c'est V-. Alors et maintenant dans l'hypothèse de l'ALI idéal fonctionnement en régime linéaire, on a V- égale V+, et on a V1. Donc avec, ici on va écrire que donc VA c'est V-. Or ALI idéal, donc le gain mu0 qui tend vers l'infini, on se rappelle la caractéristique. Et si en plus on a plus hypothèse du fonctionnement linéaire, eh bien on en conclut que epsilon doit être égal à 0. Il faut bien la LI idéale, parce que même en fonctionnement linéaire, dans le cas de la LI réelle, epsilon ne vaudrait pas forcément 0. Donc on a égal V+, et V+, c'est le V1, ça c'est ce que vous commandez, donc c'est très bien, vous êtes ramené à la donnée qui est 1 plus R1 sur R2. Donc ça, c'est le premier résultat qu'on peut obtenir ici, qui est la donnée de U. Mais U est bien sûr qu'une étape de calcul, qu'il faut aller jusqu'à S. Donc on reproduit la même méthode, mais maintenant au point B, pour le deuxième ALI, pour le second ALI. Et donc on aura simplement que I3 égale I4, car ici à nouveau I- fait 0. I3, ça sera U3 sur R1. I4, ce sera U4 sur R2.
Et donc finalement, alors, on va avoir I3 qui fait U. Hein, U3 c'est U moins VB. Donc on va avoir ici I3, pardon. Hop, on fait ça un peu mieux. On n'aura que I3 égale I4. I3, ça sera donc alors, U moins VB sur la résistance qui vaut ici R1. Et I4, c'est U4 qui vaut VB moins VS sur R2. Donc VB moins VS sur R2. Donc ici, on va exprimer le VS pour l'instant. On voit donc que on va de l'autre côté, on aura donc U sur R1 moins VB, facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2. D'accord, ce que j'ai fait, je vais passer le VB sur R2 de l'autre côté, qui est donc égal à moins VS sur R2. Vu qu'on veut plutôt VS, on va basculer le signe en renversant ce qui est ici. Donc ça fait VS sur R2, qui vaut VB facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2, moins U sur R1. On remultiplie par R2, et on obtient que donc VS, ça fait donc VB facteur de 1 plus R2 sur R1, moins R2 sur R1 fois U. Donc on est assez proche du résultat. Simplement, même idée que tout à l'heure, d'accord. On suppose l'allié idéal et on fait l'hypothèse grâce à la rétroaction sur le moins dans le fonctionnement linéaire. Donc on peut dire que le epsilon vaut 0 et que VB vaut V-, vaut donc V+, et vaut V2. Donc ici, je peux remplacer par la même raison que tout à l'heure. Donc je vais, grâce à cette même idée-là, je peux dire que là, en fait, c'est V2. Et donc, finalement, il me reste à reprendre la formule de... Donc je vais déjà écrire ça. Je vais dire que VS, ça fait V2 facteur de 1 plus R2 sur R1 moins R2 sur R1U. Donc ça, c'est la deuxième loi des nœuds. D'accord. Et l'idée, c'est que la première loi des nœuds avait fait apparaître une inconnue U, mais grâce à la seconde loi des nœuds, on a une relation entre VS et U. Et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est simplement combiner ces deux relations. Je vais peut-être terminer ici finalement. Je vais prendre la relation qui est ici et celle-là, et on va les combiner simplement. Donc on va arriver au fait que, si on reprend ça simplement, on va arriver au fait que, on reprend VS, donc on a VS, on va laisser comme ça, pour l'instant V2 facteur de 1 plus R2 sur R1, et le deuxième, donc moins on recopie U, et on va tout écrire, mais R2 sur R1, fois V1, facteur de 1 plus R1 sur R2, il suffit de faire rentrer le R2 sur R1 dans la parenthèse, et finalement ça fait V2 moins V1, facteur de, donc ici 1 sur R2 sur R1, et ici en faisant rentrer, ça fera R2 sur R1 plus 1, donc 1 plus R2 sur R1 qui se factorise, je vais écrire une dernière fois et l'encadrer, donc au final j'ai VS qui vaut V2 moins V1 sur 1 plus R2 sur R1. Donc on voit finalement que l'amplificateur linéaire intégré ici joue le rôle d'un amplificateur opérationnel. Il fait une opération mathématique assez simple, il fait la soustracteur, donc c'est finalement, vous prenez deux tensions, vous les soustrayez, et puis il y a un amplificateur, d'accord, il y a un coefficient d'amplification qui peut être réglé, qui permet de faire la différence des tensions en appliquant un facteur multiplicatif qui est strictement supérieur à 1. Voilà. Donc au final, si on résume, appliquer la loi des nœuds là où il y a un nœud, éviter la sortie parce que le courant IS est inconnu. Bon, si on est plus à l'aise, on peut aller un peu plus vite que ce que j'ai fait là, mais disons qu'on part sur la loi des nœuds et très rapidement, on fait apparaître les potentiels. Et le risque d'erreur est assez faible. Et bien sûr, ensuite, bien expliquer que pour la LI idéale en régime linéaire, on a que epsilon égale 0, et donc que V plus égale V moins, et donc on peut ramener les potentiels à des potentiels connus. Voilà pour cet exercice. Je vous remercie.